La formule qu'on va voir est une formule qui est absolument essentielle dans le calcul des probabilités. On appelle ça la formule des probabilités totales. Alors je vais déjà décrire ce que dit cette formule et après on va voir quelle est son heuristique. Donc cette formule des probabilités totales, ici on va l'appliquer sur un espace probabilisé fini. On suppose qu'on dispose d'un système complet d'événements. Donc je vous rappelle qu'un système complet d'événements, ce sont des événements 2 à 2 incompatibles dont l'union est égale à l'espace d'état, est égale à oméga. Alors j'ai fait un dessin associé pour que vous visualisiez les définitions. Alors je dis que la probabilité de B, c'est la probabilité de l'intersection de B et de AI. Quelque part, cette probabilité ne m'intéresse pas trop. Là, c'est juste la formule pour qu'elle soit complètement intuitive. On voit que finalement, pour calculer la probabilité des issues qui réalisent B, il suffit d'ajouter la probabilité de réalisation des issues qui réalisent B et chacun des événements qui permettent de recouvrir entièrement l'espace d'état. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la seconde formule, puisque je sais que la probabilité de l'intersection de B et de AI, je peux le voir comme la probabilité de réalisation de B sachant AI, pondérée par la probabilité de AI. Et ça vient, cette formule-là, elle est intéressante par le fait que dans les énoncés, on aura rarement une connaissance du phénomène sur tout l'espace d'état, mais on saura ce que devient notre expérience sur des sous-ensembles particuliers de oméga. Alors particulier, évidemment, c'est qu'il faut absolument avoir un recouvrement de l'ensemble oméga par des événements qui sont 2 à 2 incompatibles. Donc les parties de oméga, elles devront quand même vérifier une propriété essentielle, c'est que ce doit être un système complet d'événements. Donc je vous rappelle qu'un système complet d'événements, cela signifie qu'on a la réunion pour i variant de 1 à m des AI qui doit être égal à oméga, et en plus c'est une union qui est formée d'événements 2 à 2 incompatibles. Donc on n'a pas besoin de connaître le phénomène sur tout oméga, sur tout l'univers, si on le connaît sur des sous-ensembles, c'est-à-dire sur des événements particuliers, formant quand même un système complet d'événements, c'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir reconstituer toute l'information, bien sûr, eh bien on est capable de calculer la probabilité de cet événement en calculant la probabilité donc des intersections ou en calculant la probabilité de B sachant que l'événement AI soit réalisé, évidemment pondéré par la réalisation de l'événement AI. Bon, on va quand même démontrer cette formule, même si la démonstration ne présente pas un intérêt phénoménal, mais elle est toujours intéressante à prendre. Et vous allez voir que c'est pas compliqué. Je vais simplement dire que comme B est un sous-ensemble de oméga, il est bien évident que la probabilité de réalisation de B est la même que la probabilité de B inter l'espace d'état. Or, cet espace d'état, justement, je peux le voir comme l'union des AI où I varie entre 1 et m. Ça, c'est parce que l'espace d'état, le système est un système complet d'événements, donc l'union des événements AI permet de reconstituer tout l'espace d'état. Donc là, ensuite, on utilise les propriétés ensemblistes qu'on a vues en début d'année, notamment le fait que l'intersection elle est distributive par rapport à la réunion. Donc on va récupérer la probabilité de l'union pour I variant entre 1 et m de l'intersection de B et de AI. Et là maintenant, on va utiliser que les AI sont des événements 2 à 2 incompatibles, dans le sens que si je prends maintenant l'intersection entre B inter AI et B inter AJ, par associativité de cette intersection, je vais récupérer B inter AI inter AJ, et je peux donc dire que si I est différent de J, comme il n'y a aucune issue commune pour la réalisation de AI et de AJ, cette intersection elle est a priori vide. Ce qui veut donc dire que le fait que l'union des AI soit disjointe me donne directement que l'union des B inter AI est également disjointe. Comme P est une probabilité, je peux donc affirmer, par additivité des probabilités, que la probabilité de l'union d'événements 2 à 2 incompatibles, c'est la somme des probabilités des événements qui leur sont associés. Alors si on a un système complet d'événements où évidemment les informations sur les AI ont un sens, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les probabilités des AI soient strictement positives,
conditionné par un événement qui n'a aucune chance de réalisation, n'a évidemment aucun intérêt. Alors, sous réserve que les PDAI soient strictement positifs, on peut alors dire que la probabilité de l'intersection de B inter AI, c'est évidemment la probabilité de B, sachant que AI est réalisé, multipliée par la probabilité de AI. Donc là, on utilise la définition d'une probabilité conditionnelle, puisqu'on a vu que la probabilité de B conditionnée par AI est donc égale à la probabilité de B inter AI ou de AI inter B, peu importe, l'intersection est commutative, divisé par la probabilité de AI. Donc évidemment, on ne conditionnera que par des événements qui ont une chance de réalisation, sinon l'information qui est apportée par le modèle est évidemment complètement nulle. Donc c'est cette relation de la définition de la probabilité conditionnelle conditionnée par AI qui permet de faire le lien entre les deux formules de notre cours. Mais évidemment, celle qui aura une importance cruciale, c'est celle qui fait intervenir le conditionnement par des informations qui nous permettent de reconstituer toute l'information sur oméga en ayant des informations sur des événements qui permettent de partitionner l'ensemble oméga. On va traiter un exemple d'application de cette formule des probabilités totales et puis deux exercices. Il faut évidemment prendre la main sur cette formule et sur voilà, son mode de fonctionnement. Donc on vous dit une banque propose à ses clients 3 placements ABC. Chaque client ne peut prendre qu'un seul placement, ça c'est quand même sous-entendu par l'exercice. On vous dit que la moitié des clients choisit le placement A pour lequel le taux de perte est de 1%. Le tiers choisit le placement B pour lequel la probabilité de perte vaut 2%. Et ensuite on vous dit les autres, bon, c'est-à-dire le sixième, puisque 1 moins 1,5 moins 1 tiers, ça fait 1 sur 6. Le sixième choisissent le placement C pour lequel la probabilité de perte vaut 5%. Donc nous, ce qu'on veut mesurer, c'est quelle est la probabilité que le client perde de l'argent pour voir la pertinence quelque part du choix des placements A, B et C. Donc là, on voit qu'on n'a pas une information globale, c'est-à-dire qu'on n'a pas une information sur tous les éléments de oméga, mais on a une information placement par placement. Alors étant donné que là, on a des renseignements sur la totalité des clients, puisque la banque ne propose visiblement que 3 placements, puisque si on ajoute un demi plus un tiers plus un sixième, on obtient bien 1, c'est-à-dire la totalité de la proportion des clients de la banque. On voit ici que l'information, on en dispose que par rapport au placement A, que par rapport au placement B et par rapport au placement C. C'est-à-dire qu'on a compartimenté les informations de oméga par rapport à 3 événements particuliers. Le client a choisi le placement A, le client a choisi le placement B et le client a choisi le placement C. Ce qui signifie donc que pour calculer la probabilité P de L, sachant qu'on n'a pas d'information globale sur tout oméga, on va devoir a priori définir des événements qui nous permettent de mener des calculs particuliers. Donc on va appeler l'événement A, c'est le client choisit le placement A, et on va faire de même avec l'événement B et l'événement C. L'événement B, c'est le client choisit le placement B, et l'événement C, c'est le client choisit le placement C. Donc comme on a des informations qui sont relatives à ces placements particuliers, la probabilité que notre client perde de l'argent, on va la calculer modulo un système complet d'événements. Or, on sait que A union B union C recouvre bien tout l'ensemble oméga, donc a priori on a bien cette relation-là, et on sait que les intersections entre les différents événements est a priori vide, puisqu'on dit bien que les clients choisissent chacun un placement particulier, et vu les conditions, vu les informations qu'on a dans l'énoncé, il est clair que les clients n'ont pas pu choisir 2 placements différents. Donc ça veut dire que le système ABC est bien un système complet d'événements. La formule des probabilités totales est donc complètement applicable. Et on est vraiment dans cet esprit-là, pas d'informations globales, mais on a des informations placement par placement,
et on est sûr que deux clients différents, enfin qu'un client n'a pas pu choisir deux placements, chaque client a choisi un placement. Moralité, pour pouvoir calculer la probabilité de n, on va faire des conditionnements par rapport aux différents placements. C'est-à-dire quelle est la probabilité que le client perde de l'argent sachant qu'il a choisi le placement A, pondéré par le nombre de personnes qui ont choisi le placement A, bien entendu, donc la probabilité de choix du placement A, et évidemment on continue avec les informations successives sur le modèle. Et là on voit que la probabilité est complètement calculable, puisqu'avec les informations qu'on a dans l'énoncé, on nous dit que la moitié des éléments choisissent le placement A pour lequel le taux de perte est de 1%, ce qui veut donc dire que la probabilité de perdre de l'argent sachant qu'on a choisi le placement A est de 1 sur 100. Et la probabilité que le client ait choisi le placement A, c'est la proportion de choix du client du choix du placement A, ça va donc être simplement 1,5, plus la probabilité que notre client perde de l'argent sachant qu'il a choisi le placement B, là c'est 2 sur 100, multiplié par la proportion évidemment de clients qui ont choisi le placement B, qui va être ici de 1 tiers, plus la probabilité qu'un client perde de l'argent ayant choisi le classement C, c'est-à-dire 5 sur 100, multiplié par la proportion de personnes qui ont choisi le placement C, un sixième. Donc on voit qu'on est capable, en ayant des informations sur des événements qui recouvrent complètement l'espace d'état en étant 2A2A compatible, de calculer la probabilité que l'événement L soit réalisé, et on obtient cette probabilité vaut a priori 1 sur 50. Alors évidemment, là on voit que cet exercice est incomplet, on le complétera d'ailleurs, c'est qu'il y a des informations qui nous intéressent, en tout cas qui intéressent le client, et qui va nous ramener à un renversement de causalité, c'est-à-dire plutôt que de connaître la probabilité que le client perde de l'argent sachant qu'il ait choisi le placement A, ce qui est intéressant, ça serait de calculer la probabilité réciproque, c'est-à-dire que choisit la probabilité de A sachant L, c'est-à-dire que sachant que le client perd de l'argent, quelle est la probabilité qu'il ait choisi le placement A, le placement B et le placement C. Donc ce qui intéresse les banques et les clients, ça sera évidemment les probabilités qui induisent un renversement de causalité. Donc ça, on le verra un tout petit peu plus tard, c'est le chapitre précédent, c'est la formule de Bay, mais ça, on va évidemment y revenir. Alors analysons maintenant un exercice, l'exercice numéro 5. On nous dit qu'une usine fabrique des composants électroniques sur 3 machines. Donc M1 produit 50% du total de toutes les pièces, M2 30% et M3 le reste, c'est-à-dire 20%. Donc là on a une information sur l'usine en disant que cette information elle est compartimentée visiblement sur les machines qui fabriquent les pièces. Donc là encore une fois on n'a probablement pas une information totale sur oméga, mais on a plutôt une information machine par machine, c'est-à-dire qu'on a une première information sur les machines M1 qui fournit a priori 50% des pièces de l'usine, M2 qui en fournit 30% et M3 qui fournit le reste. Donc a priori comme chaque pièce provient d'une machine, on a bien un système complet d'événements puisqu'il n'y a que 3 machines et un composant n'est fabriqué que par une des machines. Donc on constate que de par l'énoncé, la famille M1, M2, M3 est clairement un système complet d'événements. Ça c'est déjà la première remarque qu'on peut se faire en lisant l'exercice, et que les informations vont être données relativement aux machines M1, M2, M3. Donc c'est une certitude que la formule des probabilités totales va être essentielle. Donc système complet d'événements. Bien, alors, on vous dit qu'un technicien estime que 2% des composants fabriqués par M1 sont défectueux, 3% pour M2 et 5% pour M3. Et on vous demande de calculer la probabilité qu'un composant sortant de l'usine soit défectueux. Donc là, on va modéliser la situation qu'on est en train aléatoire qu'on est en train de rencontrer. Donc on va dire l'événement D, c'est le composant est défectueux, et c'est cet événement qu'on cherche à mesurer. Le composant est défectueux. Et nous,
Nous, ce que l'on cherche, c'est évidemment de calculer cette probabilité au regard des informations que l'on a, c'est-à-dire la provenance de ce composant. Soit il provient de la machine M1, soit il provient de la machine M2, soit il provient de la machine M3, puisque par machine, on a des renseignements précis. Donc là, on va considérer l'événement que je vais appeler MI. Le composant est fabriqué par la machine MI. Est fabriqué par la machine MI. Donc on donne à l'événement le nom de la machine. Donc là, comme on a des informations machine par machine et que l'ensemble suivant est un système complet d'événements, on applique la formule des probabilités totales. Donc cette formule nous dit que la probabilité que l'objet soit défectueux, bah, c'est la probabilité qu'il soit défectueux, sachant qu'il a été fabriqué par M1, pondérée par la probabilité de fabrication par M1. Et on a évidemment la même chose avec la machine 2 et avec la machine 3. Bon, je mets des doubles barres quand c'est nécessaire. Là, je pense que vous avez bien compris que je parle de probabilité. Je mettrai probablement plus les doubles barres très longtemps. Hein. Alors bah, maintenant, on va utiliser les informations de l'énoncé, puisque la probabilité que, comme on nous dit que 2% des objets fabriqués par M1 sont défectueux, donc la probabilité que l'objet soit défectueux, sachant qu'il a été fabriqué par la machine M1, est de l'ordre de 2%, pondéré par le nombre d'objets qui ont été fabriqués par M1, c'est-à-dire 50% du total, bon, 1,5, plus la probabilité, ben alors cette fois-ci ça va être 3%, pondéré par 30% des pièces, c'est-à-dire pondéré par, on peut dire 3 sur 10 en simplifiant l'expression, et enfin, plus la dernière probabilité, 5% de pièces défectueuses, multiplié par le nombre de pièces que produit M3, on avait dit 20%, 20% c'est 1 sur 5. Donc si on calcule ce terme-là, on va récupérer ici 1 sur 100, 1 sur 100, ici on va récupérer donc 2 sur 100 avec les deux premiers termes, plus 9 sur 1000, ce qui va donner ici, le dénominateur commun ici, ça va être 1000 évidemment, donc ça va être égal à 29 sur 1000. Donc voilà la probabilité. Voilà la probabilité qu'on nous demande pour la première question. Pour la deuxième question, on nous demande quelle est la probabilité d'obtenir une pièce défectueuse provenant de M1. Donc ça veut dire que la pièce est défectueuse et provient de M1. Il s'agit donc du calcul de la probabilité d'une intersection, probabilité de M inter M1. Et cette probabilité, on l'a déjà calculée, puisque pour calculer la probabilité de cette intersection, il suffit de conditionner avec la formule des probabilités conditionnées. Donc on s'aperçoit que la probabilité de l'intersection, c'est la probabilité de D conditionnée par M1 multipliée par la probabilité de M1. On peut voir ça aussi avec la formule des probabilités composées si on le souhaite, puisque c'est un cas particulier d'application de cette formule, hein, bien entendu. Et eh bien, ça correspond directement à 1 sur 100. Et ensuite, ça nous propulse vers le chapitre suivant, qui est un composant est défectueux, quelle est la probabilité qu'il provienne de M1 ? C'est-à-dire qu'ici, on vous demande la probabilité que l'objet provienne de M1, sachant qu'il est défectueux, c'est évidemment une propriété qui est intéressante pour le constructeur. Et là, on va évidemment s'apercevoir que la formule quelque part de conditionnement, la formule des probabilités conditionnées, elle induit évidemment une dissymétrie entre l'événement D et l'événement M1, et cette dissymétrie, elle est rétablie si on utilise, si on écrit la formule des conditionnements sous cette forme-là. Puisque là, vous remarquez que l'intersection étant commutative, la probabilité de D inter M1, c'est la probabilité de M1 inter D. Évidemment, c'est la même. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser cette dissymétrie à notre avantage pour dire que nous, ce qu'on sait calculer, c'est cette probabilité-là, c'est la probabilité de D inter M1, mais c'est aussi la probabilité de M1 inter D qui va me permettre de renverser le conditionnement et de dire que cette probabilité-là, je peux l'avoir comme la probabilité de M1 sachant D multipliée par la probabilité de réalisation de D. Ce qui permet de voir cette probabilité comme le quotient du terme que j'ai déjà encadré en rose ici par la probabilité de D qu'on a calculée, puisque la probabilité de D, on l'a calculée ici.
Donc là, on retrouve finalement deux probabilités qu'on sait calculer. La probabilité de D qu'on a calculée avec la formule des probabilités totales, et la probabilité de M sachant D, qui intervient directement dans la formule des probabilités totales également. Donc on peut conclure directement que la probabilité qu'on cherche à calculer, c'est donc le quotient. Alors j'ai pas entouré le bon terme, ça c'est ce que je cherche à calculer et pas ce que je sais. Donc là, voilà, ça c'est ce qu'on a calculé ici en rose, et ça la probabilité que je vais mettre en vert. Alors vert et rose, je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, une espèce de violet moche. Bon, bref, cette probabilité donc on cherche à calculer, donc en utilisant cette dissymétrie, ça va donc être le rapport de la probabilité rose sur la probabilité orange, c'est-à-dire 1 sur 100 ici, divisé par 29 sur 100, donc on va récupérer 10 sur 29. Donc on voit que ce qui nous manque, ce qu'on vient de voir ici, c'est qu'une fois qu'on a une probabilité conditionnée par un événement, modulo le calcul de la probabilité de D, on peut renverser la causalité. Et ça, c'est ce qui sera quelque part la grande formule des probabilités, puisque nous, ce qui nous intéresse la plupart du temps, c'est de renverser le conditionnement, c'est-à-dire c'est renverser le timing. Qu'est-ce qui se passe dans un timing différent? Alors imaginons une autre situation. On dispose de 6 urnes numérotées de 1 à 6, ce qui indique que ces urnes sont discernables. D'ailleurs, elles vont être discernables par leur contenu, puisqu'on nous dit l'urne numéro K compte K boules blanches et une seule boule rouge. Donc il y a K plus une boule au total dans l'urne numéro K. Un joueur lance un dé équilibré à 6 faces, puis il choisit une boule dans l'urne correspondant à la face obtenue. Donc à la fin, quelle est la probabilité que la boule tirée soit blanche? Donc là, on est dans un protocole expérimental qui suffit quelque part de décrire pas à pas pour pouvoir voir comment calculer la probabilité de notre événement. L'événement, nous, que l'on cherche à mesurer, c'est la boule tirée est blanche. Donc là, pas d'ambiguïté sur ce que l'on veut mesurer. Donc, pour ça, il faut bien prendre en compte le timing de l'expérience. Dans un premier temps, notre candidat jette un dé, et le résultat du dé va donner le numéro de l'urne dans lequel il va piocher. Donc ça veut dire que sans la connaissance du numéro du dé, on ne connaît pas l'urne et donc la composition de l'urne dans laquelle il pioche. Et donc on voit bien que le calcul de la probabilité de tirer une boule blanche, la probabilité de tirer une boule blanche provient de l'urne qui a été choisie. Donc là encore une fois, on voit que ce qui est nécessaire, c'est de connaître le numéro de l'urne. Donc le point essentiel, ici, c'est de connaître. Oui, peut-être pas 12 le, parce que c'est un point. Bon, on va faire comme si point était féminin. Point essentiel, connaître le numéro de l'urne dans lequel il pioche. Donc ça, c'est le point essentiel. Donc on voit que c'est là-dessus que va porter notre conditionnement. Et ça tombe bien, puisqu'on sait que notre joueur jette un dé à 6 faces. Donc on voit bien que le conditionnement va porter sur un système complet d'événements très très simple. Le numéro de la face du dé vaut, et on va dire i, sachant qu'ici les événements, on va faire varier i dans l'intervalle d'entier 1, 6. C'est bien les seules possibilités qu'on peut avoir en jetant un dé à 6 faces. En plus, on nous dit que ce dé est équilibré, donc la probabilité d'apparition d'une face se mesure avec la probabilité uniforme de la face. Ça sera 1 sur 6 pour la probabilité que la face numéro i sorte. Donc moralité, pour calculer la probabilité que la boule tirée soit blanche, là on peut appliquer la formule des probabilités totales en conditionnant par le numéro de la face obtenue. C'est-à-dire que comme il est absolument clair que les événements FI pour I compris entre
1 et 6 forment un système complet d'événements, puisqu'on voit bien que dans un lancer de dés, il y a l'une des faces qui va sortir. Un système complet d'événements. On peut appliquer la formule des probabilités totales, qui me dit que la probabilité de réalisation de B, c'est la somme pour i variant de 1 à 6 ici, que la probabilité de tirer une boule blanche, sachant que j'ai obtenu la face numéro 6, évidemment pondérée par la probabilité d'obtenir la face numéro 6. Or, cette probabilité, elle se calcule plutôt bien, puisque la probabilité de tirer la face numéro 6, puisque le dé est équilibré, ça va être égal à 1 sixième. Ça, c'est la probabilité de cette probabilité-là. Et la probabilité de piocher la boule blanche, enfin une boule blanche, pardon, sachant que je tire dans l'urne numéro i, puisque ça indique que je vais tirer dans l'urne numéro i, eh bien j'ai K boule blanche sur K plus une boule dans cette urne, puisqu'il y a une boule de plus qui est rouge. Donc voilà le résultat obtenu. Alors évidemment, le 1 sixième, on peut le factoriser, et on peut dire que la probabilité qu'on a à calculer, c'est 1 sixième de la somme pour i variant entre 1 et 6 de K sur K plus 1. Alors bon, après, on peut effectuer le calcul, qui n'a pas un intérêt majeur, et on va retrouver 617 sur 840. Là, encore une fois, le calcul, quelque part, n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est davantage ici la formule qu'on a obtenue. Alors, pareil, toujours afin de préparer un petit peu ce qui va se passer par la suite, ce qui serait intéressant de connaître, ça serait la probabilité qui renverse la causalité. C'est-à-dire que nous, on a des informations expérimentales sur la probabilité de tirer une boule blanche, sachant qu'il pioche dans l'urne FI. Ce qui serait intéressant de calculer comme probabilité, c'est la probabilité d'avoir obtenu la face numéro i, sachant que la boule tirée est blanche. Vous voyez, ce qui serait intéressant, c'est de faire ce renversement de causalité. Ça, c'est ce qui va donner la formule de Bay. Alors, on va le faire, hein, puisque ça nous permettra de dégager avec encore plus d'efficacité la formule de la Bay. Donc, on va exploiter la dissymétrie qui est donnée par la probabilité conditionnée. Et cette dissymétrie, on va justement la rendre symétrique, puisque dans la formule des probabilités conditionnées, on a une partie qui est symétrique. La partie qui est symétrique, c'est la partie qui concerne l'intersection. Donc là, je peux dire que la probabilité conditionnée par FI, donc la probabilité de B conditionnée par FI multipliée par la probabilité de FI, c'est la probabilité de réalisation de l'événement B et FI. Or, cet événement B et FI, c'est là justement qu'on va utiliser le seul endroit où il existe une symétrie dans cette formule, c'est aussi la probabilité de FI inter B, ce qui permet d'appliquer la formule de conditionnement, mais par un conditionnement sur B et plus par un conditionnement par FI. Donc on renverse la causalité et on récupère la probabilité sachant B de FI conditionnée, enfin pondérée par la probabilité de B. Donc voilà la formule qui permet de justement récupérer une formule qui est symétrique et de réexploiter une dissymétrie. Alors nous on veut calculer a priori la probabilité de FI sachant que la boule tirée est blanche et on s'aperçoit que tous les éléments sont parfaitement connus puisque cet élément là on l'a calculé. Alors en fait c'est pas des cas, c'est des i. Ou c'est des cas ici. Aïe 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 aïe. Bon, c'est-à-dire qu'ici, si je rétablis la formule avec des i, on va récupérer quoi? La probabilité que la boule tirée est blanche, sachant que je puise dans l'urne numéro i, c'est-à-dire sachant que j'ai tiré la face numéro i. Donc ça sera ici i sur i plus 1 multiplié par 1 sixième. Donc cette probabilité, elle est parfaitement connue. Et la formule des probabilités totales nous a permis également d'obtenir la probabilité de B, puisque la probabilité de B, c'est 617 sur 840. Moralité, la probabilité d'avoir tiré la face numéro i, sachant que la boule tirée est blanche, c'est donc simplement le quotient de i sur i plus 1 multiplié par 1 sixième, divisé par la probabilité
que la boule tirée soit blanche, donc multiplié par 617 sur 840. Donc là, on voit que derrière la dissymétrie de la définition d'une probabilité conditionnée par FI, on peut rétablir cette symétrie en utilisant la partie symétrique de la formule, c'est-à-dire ce qui concerne la probabilité de l'intersection, et récupérer un renversement de causalité. Alors on en arrive à la formule de Bay, hein, on a déjà un petit peu senti son influence et son rôle. Donc on va se placer dans un cadre particulier, on va se placer dans le cadre où j'estime qu'on peut toujours calculer des probabilités conditionnelles, c'est-à-dire que les deux événements que je vais considérer, l'événement A et l'événement B, ont des probabilités qui sont strictement positives. Donc je vais supposer que je suis dans ce cadre-là, P de A strictement positif, P de B strictement positif, qui rend possible le calcul de ces probabilités. Alors on a vu que dans ces conditions, on peut par exemple calculer la probabilité de A conditionnée par B, et on a vu que par définition, cette formule-là, c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B, ce qui a bien un sens compte tenu des informations que j'ai données. Donc ça, c'est la définition de la probabilité conditionnée par B, que vous pouvez aussi écrire PB de A, si ça vous fait plaisir. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire cette formule, je vous ai dit, en rétablissant une certaine symétrie. C'est-à-dire, derrière cette formule, il y a une désymétrie, dans le sens où je sais que l'événement B est réalisé, et je cherche les chances de réalisation de A, sachant que l'événement B est réalisé. Donc moi, ce que je vais aller chercher dans cette formule, c'est une partie symétrique. Donc je vais réécrire cette formule-là en essayant de chercher une symétrie. Alors il y aura forcément une partie symétrique et une partie dissymétrique. Mais justement, c'est ça qui va nous intéresser. C'est-à-dire cette formule-là, je vais plutôt chercher à l'écrire. Donc probabilité de A conditionnée par B multiplié par la probabilité de B est égale à la probabilité de A inter B. Bon, d'ailleurs, j'ai tort de l'écrire comme ça. J'aurais mieux fait de l'écrire probabilité de B multiplié par probabilité de A conditionnée par B est égale à la probabilité de A inter B. Je suppose que vous vous posez la question de savoir pourquoi j'ai écrit sous cette forme-là, sachant que le produit est commutatif. Parce que là, vous vous rappelez, je retrouve quelque part la philosophie de la formule des probabilités composées, puisque je sais qu'écrire les probabilités comme cela, ça induit quelque part une chronologie dans les événements, un timing dans les événements. On a déjà la réalisation de B, puis la réalisation de A, sachant que B est réalisé. Donc cette formule-là, elle induit d'une part une dissymétrie, c'est clairement une formule dissymétrique par rapport à B. Donc cette formule, elle est clairement dissymétrique. Et elle induit un timing dans la réalisation de A et dans la réalisation de B. Donc elle induit un timing. Alors que si vous regardez dans l'autre sens, ça c'est drôlement intéressant parce que dans ce sens-là, cette formule-là, il n'y a absolument aucun timing entre A et B. Cette formule-là, elle est justement complètement symétrique. Ça veut donc dire que si elle est symétrique, je peux casser la dissymétrie, ou en tout cas inverser la dissymétrie qui est induite par le conditionnement. Plutôt que de conditionner par rapport à B, on peut tout à fait conditionner par rapport à A. Donc là, si on utilise la commutativité de l'intersection, on récupère ici la probabilité de B inter A, et en réécrivant la relation, on peut tout à fait dire que c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B conditionnée par A. C'est évidemment exactement la même probabilité. Ce qui veut donc dire que là, on est en train d'inverser le timing. On a donc une inversion du timing, ou plus exactement de la causalité entre les événements A et les événements B. Donc du timing ou de la causalité, tout dépend comment est posé évidemment le problème. Alors cette formule, elle est diablement intéressante, on va le voir dans quelques cas d'application. Donc on exploite ici une symétrie et une dissymétrie pour obtenir donc la formule de la Bay. Alors moi la formule de la Bay, je l'écris comme ça. Hein. Il y a plein de façons de l'écrire, mais
pour moi, c'est la probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant A. Donc il y a clairement un renversement de causalité dans cette formule. Et ce qu'on a exploité, c'est assez joli, c'est la partie symétrique de la formule pour obtenir la formule qui est connue sous le nom de la formule de Bay, révérend du XVIIIe siècle, qui s'est intéressé à son heure à la théorie des probabilités. Donc voilà la dite formule de Bay. On va tout de suite l'appliquer à un exemple qui intéresse les compagnies d'assurance. Donc le premier exemple qu'on va traiter, c'est un exemple sur le retour sur les placements financiers. Donc c'était le premier exemple qu'on avait traité sur la formule des probabilités totales. Donc on avait calculé la probabilité qu'un client pris au hasard dans une banque perde de l'argent. Je vous rappelle, on avait 3 placements avec des taux de perte qui étaient calculés par placement. Donc ce qui serait évidemment complètement intéressant ici, ça serait de renverser la causalité. Ça serait maintenant de calculer la probabilité, donc a priori que le client ait choisi le placement A, sachant qu'il a perdu de l'argent, c'est-à-dire de renverser la causalité. Nous, on a un renseignement, on dit la probabilité que le client perde de l'argent, sachant qu'il a choisi le placement A, par exemple, on sait que c'est 1%, est-il possible justement de renverser la causalité? Alors évidemment, c'est totalement possible, puisqu'on vient de voir que cette probabilité-là, multipliée par P de L, c'est la probabilité de l'intersection A inter L, et donc on peut renverser la causalité en disant c'est aussi la probabilité de L sachant A multipliée par la probabilité de A. Alors on voit encore une fois que dans les calculs qu'on a pu mener ci-dessus, la probabilité qui est là, on l'a calculée, elle fait partie de la formule des probabilités totales, sachant que la probabilité de L, c'était l'objet du calcul de la formule des probabilités totales. Donc c'est la probabilité qu'on a calculée ici. Moralité, le renversement de causalité se fait très très bien avec la formule de Bay, puisqu'on peut donc maintenant dire que la probabilité que le placement A a été choisi, sachant que le client perde de l'argent, c'est juste le rapport entre les deux termes. Donc ça va être juste du 1 sur 200, le tout divisé par la probabilité de L, c'est-à-dire on va dire 4 sur 200 si on veut mener les calculs proprement. Donc cette probabilité, elle est de l'ordre de 1 quart. Donc voilà, sur un exemple, l'intérêt d'un renversement de causalité dans l'un des exemples qu'on a pu traiter par ailleurs. Cet exemple permet d'ailleurs de voir que la formule de Bay, la plupart du temps, est reliée à l'utilisation de la formule des probabilités totales, puisque le calcul de P de L est évidemment ici absolument nécessaire au calcul de la probabilité où on a renversé le conditionnement. Donc on va citer une formule de Bay un peu plus générale que celle que j'ai citée, c'est-à-dire une formule de Bay ici qui est aussi qui prend en compte le conditionnement par un système complet d'événements. Donc là on va pouvoir citer la formule de Bay générale, celle qu'on a pu utiliser dans les exercices qu'on a traités jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on veut mesurer un événement sans avoir une connaissance totale sur tout le système. On a une connaissance sur un système complet d'événements. Et donc on peut déjà appliquer la formule des probabilités totales pour calculer la probabilité de n'importe quel événement. La probabilité de réalisation de B, c'est la somme des probabilités des P de B sachant AI conditionnées par la probabilité de réalisation de AI. Donc on a déjà cette formule-là par la formule des probabilités totales. Donc l'égalité entre ce terme-là et ce terme-là, c'est la formule des probabilités totales. Donc là-dessus, il n'y a pas de mystère. Mais l'objectif, évidemment, c'est de renverser la causalité, c'est-à-dire que l'énoncé, lui, nous donne la probabilité que B est réalisé, enfin que de réalisation de B, sachant que AK est réalisé, et nous, on voudrait renverser la causalité. Donc là, on a la formule de Bay classique telle que je l'ai énoncée, qui permet d'exploiter la symétrie qui est donnée par l'intersection. Donc la probabilité que AK est réalisé, d'avoir AK sachant que B est réalisé, on peut l'écrire sous cette forme-là avec la formule de Bay classique. Et la probabilité de B, je vous l'ai dit, elle est directement accessible par la formule des probabilités totales. Donc finalement, on n'a rien inventé dans cette formule de Bay, c'est simplement la conjonction de la formule que j'ai indiquée ici
et de la formule des probabilités totales lorsqu'on a une information qui n'est pas globale sur le système, mais qui est compartimentée sur un système complet d'événements. Donc c'est souvent sous cette forme évidemment qu'on va appliquer la formule de Bay, mais il y aura un timing dans les questions qui fait qu'on ne l'appliquera jamais brutalement sous cette forme-là, mais plutôt sous cette forme-là en disant oui, mais enfin la probabilité de B, on l'a déjà calculée avec la formule des probabilités totales. Donc ce théorème-là ne témoigne pas directement de la manière dont on va appliquer cette formule dans la réalité. La réalité, c'est plutôt le timing qu'on a mis en place dans les différents exercices qu'on a pu aborder jusqu'à présent. Alors passons à un exemple qui est quelque part pour moi l'archétype du travail dans une compagnie d'assurance. C'est estimer les risques et renverser la causalité. Alors je m'explique, hein, on vous dit une compagnie d'assurance assure un nombre égal de conducteurs et de conductrices. Donc là, on est en train de diviser ce que l'on sait en fonction que le conducteur soit un homme ou une femme. On vous dit on dispose des informations suivantes. Donc un conducteur a une probabilité B d'avoir un accident, et pour une conductrice, cette probabilité est de A. On veut calculer la probabilité d'avoir un accident, donc compte tenu de ces renseignements, et la probabilité qu'une personne ayant eu un accident soit un conducteur. Alors, il faut évidemment essayer de modéliser le problème en disant effectivement, si on appelle oméga l'ensemble des assurés de cette compagnie d'assurance, on voit qu'on n'a pas des renseignements globaux sur oméga, mais par contre on dispose de renseignements selon que notre assuré soit un conducteur ou une conductrice. Donc on va définir deux états, être un conducteur ou être une conductrice. Donc nous, les statistiques que l'on a, c'est par rapport justement à ces informations. Et si on traduit les informations de l'énoncé, on vous dit que pour un conducteur, la probabilité d'avoir un accident vaut B, et pour une conductrice, la probabilité d'en avoir un accident vaut A. Donc nous ici, vu ce qui nous intéresse, c'est de mesurer la probabilité d'avoir un accident. Donc on va considérer l'événement A, l'assuré, de façon générale, a un accident. On va évidemment conditionner par rapport à un système complet d'événements. On sait que l'ensemble des conducteurs et des conductrices forment un système complet d'événements de oméga. Et donc, on va utiliser les informations de l'énoncé. Les informations de l'énoncé nous donnent la probabilité d'avoir un accident, sachant qu'on est un conducteur, et cette probabilité s'élève à B. Et la probabilité d'avoir un accident, sachant qu'on est une conductrice, et cette probabilité s'élève à A. Donc on voit bien que les informations nous poussent à utiliser la formule des probabilités totales pour le système complet d'événements GF. On peut dire que GF est évidemment un système complet d'événements. Alors la probabilité de A, c'est la probabilité de A, sachant que je suis conducteur, multiplié ou pondéré par la probabilité d'être conducteur, plus la probabilité d'avoir un accident, sachant que je suis conductrice, pondéré par la probabilité d'être conductrice. Alors cette probabilité, elle est assez facile à calculer, puisque on vous dit que la proportion de conducteurs et de conductrices est la même, donc cette probabilité pour G et pour F vaut 1,5. Donc on obtient ici 1,5 de B plus A. Voilà la probabilité de A. Alors évidemment, ce qui nous intéresse, nous, enfin ce qui intéresse les assureurs, c'est le renversement de causalité, c'est-à-dire quelle est la probabilité que la personne qui a eu un accident soit un conducteur. Donc c'est la probabilité d'être un conducteur, sachant que j'ai eu un accident. C'est évidemment ce renversement de causalité qui intéresse les assureurs pour fixer les primes d'assurance. Donc là, évidemment, c'est un renversement de causalité par rapport au calcul qu'on a fait et par rapport aux informations de l'énoncé. Donc on va pouvoir utiliser la formule de Bay, donc qui nous dit que cette probabilité-là, alors moi je préfère l'écrire en disant, en multipliant par la probabilité de A, je peux faire mon renversement de causalité. C'est la probabilité de A sachant G multipliée par la probabilité de G, pour enfin exprimer la probabilité de G sachant A, qui va donc être égal à l'expression qui est là. Alors l'expression qui est là, les informations, on les a déjà eues, donc c'est B sur 2.
le tout divisé donc par la probabilité de A. Et la probabilité de A, c'est A plus B sur 2. Donc on récupère B sur A plus B. Donc voilà comment on peut récupérer des informations avec la formule des probabilités totales, puis avec la formule de Bayes qui permet ce renversement de causalité. Évidemment, je ne fixerai pas les valeurs de A et de B, ça, je vous laisse en discuter entre vous. Continuons sur un petit exercice tout simple de calcul de conditionnement et d'utilisation de conditionnement. On demande avec les conditions que l'on a dans l'énoncé, c'est-à-dire un espace probabilisé avec la connaissance de la probabilité de A, de la probabilité de B et de la probabilité de la réunion, de calculer ces trois probabilités conditionnelles. Donc là, on oublie les formules, hein, on va appliquer simplement les relations sur le conditionnement. Alors on peut dire déjà que par définition, la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de l'intersection de A et de B sur la probabilité de B. Et on peut d'ores et déjà dire que la probabilité de A bar sachant B, c'est aussi, c'est peut-être plus facile de le voir comme ça, PB de A bar. Comme PB est une probabilité, c'est aussi 1 moins PB de A. C'est-à-dire c'est 1 moins la probabilité qu'on a calculée juste au-dessus. Donc on voit ici déjà que les deux calculs sont liés et qu'enfin, la probabilité de A inter B sachant B, c'est elle aussi une propriété qu'on a calculée, puisqu'on sait que l'intersection est associative. Donc je peux enlever les parenthèses et les placer ici si ça me fait plaisir. Donc pondéré divisé par la probabilité de B. Comme l'intersection est idempotente, j'obtiens la probabilité de A inter B sur P de B, c'est-à-dire j'obtiens la probabilité de A sachant B. Donc on voit finalement que toutes les questions se ramènent au calcul de la probabilité de A sachant B, et que la probabilité de A sachant B se ramène à la probabilité de l'intersection. Là, on va utiliser la formule qui permet de calculer la probabilité de l'intersection avec la probabilité de la réunion et la probabilité des événements concernés, puisqu'on sait que tous ces éléments-là sont liés. Donc on peut donc calculer que la probabilité de l'intersection, c'est P de A plus P de B moins la probabilité de la réunion. Alors là, on constate qu'un dénominateur commun, ça pourrait être 36. Ici, il va falloir prendre 12, ici, il va falloir prendre 9, et ici, il va falloir prendre 16. Donc on va récupérer que la probabilité de cette intersection, c'est 5 sur 36. Et que par conséquent, donc, le quotient de la probabilité de l'intersection sur la probabilité de B, ben, ça va être égal à 5 sur 9, 4 sur 9 et 5 sur 9. Voilà un petit exercice pour utiliser la définition d'une probabilité conditionnée, le fait que c'est une probabilité et les propriétés d'une probabilité générale sur un espace probabilisé P.